À mesure que s'envolaient les mots irrévocables, je sentais en moi-même se terminer une vie, celle que j'avais menée dans le cadre d'une France solide et d'une indivisible armée. Ainsi, dans ses mémoires de guerre, Charles de Gaulle décrit les minutes durant lesquelles sa voix porte un message décisif au cœur de la tragédie nationale. Ces instants marquent un avant et un après pour un homme désormais jeté hors de toutes les séries. Ce général de 49 ans, inconnu du grand public, se dit prêt à assumer l'honneur de la France à un des pires moments de son histoire nationale. Dans des heures sombres, le général de Gaulle a insufflé l'espoir et allumé une lueur. Cette lueur peut la vire, mais cette certaine idée de la France, c'était celle de la France libre. Dans l'effondrement généralisé, les mots simples et graves de l'appel du 18 juin ont constitué un ferment d'espérance pour les Français qui refusaient d'accepter la défaite. Ces mots étaient une réponse pour tous ceux qui ne se résignaient pas et pour tous ceux qui voulaient se battre. Dès lors, ces hommes et ces femmes savaient que la poursuite du combat militaire, moral et politique était possible. Tant d'épreuves, tant de bravoure et tant de sacrifices ont été nécessaires pour sauver l'honneur de la patrie, pour mener la libération de notre pays aux côtés des Alliés, pour placer la France dans le camp des vainqueurs et pour restaurer la République. Aujourd'hui, nous rendons hommage à l'homme du 18 juin. Nous honorons également la mémoire des hommes et des femmes des forces françaises libres et de l'armée des ombres. Nous saluons les morts de Bir Hakeim et le plus d'1 millier d'exécutés du Mont Valérien, les combattants de Kiefer et les maquisards, les résistants du Limousin et les soldats de Provence. Les mots de l'appel du 18 juin 1940 appartiennent à notre patrimoine collectif et ont contribué à forger une part de l'identité de notre nation. 79 ans après, avec ces mots, nous continuons à écrire l'histoire de la France et à porter haut les valeurs de la République. La France se retrouvait à genoux. En quelques jours, l'armée était battue. Le peuple de France était dans le flou. Les politiciens plutôt confondus. On était la risée du monde entier. Ce peuple, si fier, si vite écrasé. Bien sûr, un gouvernement provisoire avait décrété la reddition. Ce fut la honte et le désespoir. Vaincus avec si peu de réaction. Les soldats chanceux, chez eux, rentraient. Les autres se retrouvaient enfermés. Mais certains refusèrent de se rendre. Ils n'acceptèrent pas la situation. Ils voulaient vraiment leur pays reprendre. Ils formèrent des groupes de trublions. Beaucoup embarquèrent pour l'Angleterre. Ce serait le départ d'une autre guerre. La France était envahie, humiliée, au rythme des pas cadencés des bottes. Les gens étaient tristes et angoissés. Ils craignaient pour leurs enfants et leurs cagnottes. Ils se débrouillaient pour s'en sortir, mais ils avaient grand peur pour l'avenir. Puis, soudain, le 18 juin, l'appel sur Radio Hollande, la plus écoutée, cet appel direct, précis, qui martèle que l'on doit reprendre sa liberté, que le gouvernement est illégitime et qu'il faut être acteur et non victime. De Gaulle préparait ainsi le terrain. Il fit un discours plutôt solennel, en insistant
les citoyens mutins à se relever, devenir rebelles, refuser les faits et se révolter. Même le rejoindre pour résister. Cet appel du 18 juin était l'appel d'un soldat, d'un vrai résistant, d'un patriote épris de liberté, d'un têtu, d'un indigné du moment, d'un homme voulant refaire l'histoire. Et tout un peuple reprenait espoir. Vive la France. Le 16 juin 1940, suite à la démission du président du Conseil, Paul Reynaud, le général de brigade Charles de Gaulle, sous-secrétaire d'État à la Défense nationale, décide de partir le lendemain pour l'Angleterre afin de poursuivre le combat. Accompagné de son aide de camp, le lieutenant Geoffroy de Courcelles, il s'installe provisoirement dans un appartement prêté par un Français près de Hyde Park, au centre de Londres, au numéro 6 de Seymour Place. Il y rédige le texte de l'appel qu'il prononce le 18 juin 1940 vers 20h sur les ondes de la BBC, s'opposant ainsi farouchement à l'armistice de Pétain, qui serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. La version sonore de ce discours, que l'on peut encore écouter de nos jours, est celle de l'appel du 22 juin 1940. En effet, celui du 18 juin n'a pas été enregistré, les techniciens de la BBC étant alors trop occupés à préparer l'enregistrement du discours de Winston Churchill. Ce discours, très peu entendu sur le moment, d'un général quasi inconnu, mais publié dans la presse française le lendemain et diffusé par des radios étrangères, est considéré comme le texte fondateur de la résistance française. Cet appel à tous, à refuser la défaite et à poursuivre la lutte contre l'Allemagne nazie, marque le début de la France libre. La flamme, qui ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra jamais, est allumée dans le cœur de nombreux Français qui continueront le combat sur le territoire français. Même si cet appel s'adressait en priorité aux militaires et au personnel des industries d'armement, d'autres l'ont entendu et ont décidé d'y répondre en mettant l'intérêt de leur pays, de leur patrie, au-dessus de leur propre vie. Entre juin et juillet 1940, quelques 7000 Français prennent le chemin de la Grande-Bretagne. Parmi eux, des centaines de futurs compagnons de la libération, souvent âgés d'une vingtaine d'années. Les actions de Gaulle à Londres se font sans aucun ordre de mission. Le 19 juin, le général Weygand, qui est ministre de la guerre et son supérieur hiérarchique, lui donne l'ordre de revenir de Londres. Et le 22 juin, il annule sa promotion au grade de général à titre temporaire. Le 23 juin, le président de la République, Albert Lebrun, prend un décret décidant de mettre le colonel de Gaulle à la retraite d'office par mesure disciplinaire et de le traduire devant le Conseil de guerre qui le condamne à 4 ans de prison et la perte de la nationalité française. Quelques semaines plus tard, il est inculpé de trahison, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, désertion à l'étranger en temps de guerre sur un territoire en état de guerre et de siège, et condamné à Clermont-Ferrand le 2 août 1940 à la peine de mort, dégradation militaire et confiscation de ses biens meubles et immeubles. Sa déchéance de la nationalité française est confirmée dans un décret du 8 décembre 1940. Malgré cela, cet homme a continué son combat pour la libération de la France et imposera aux Alliés sa vision d'une France libérée. Serions-nous prêts aujourd'hui à répondre à l'appel du 18 juin ? Certes, il n'est pas question aujourd'hui de faire le sacrifice de sa vie pour son pays. Mais sommes-nous les uns et les autres capables de mettre l'intérêt commun au-dessus de nos intérêts individuels et parfois partisans ? C'est en tout cas ce sens de l'intérêt commun qui conduisit le général de Gaulle à instituer par ordonnance le droit de vote des femmes et à proposer par voie référendaire la Ve République. L'empreinte de ce grand homme est immense, et même au-delà de la France. Beaucoup se réclament aujourd'hui du général de Gaulle. Tous devraient se rappeler ce qu'il guida tout au long de sa vie, la grandeur de son pays et le bonheur de son peuple. Vive le général de Gaulle, vive la République, vive la France.